Elle nettoyait le bureau avec son bébé caché dans une armoire. Elle a été surprise en train d'allaiter silencieusement sur le sol de la cuisine, mais le millionnaire ne l'a pas renvoyée. Il s'est agenouillé devant elle et a dit « Je prendrai soin de vous, pour toujours. Qu'en pensez-vous? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. L'avenue Montaigne, cœur battant de Paris, se dressait majestueusement avec ses gratte-ciel qui découpaient le ciel nocturne. Parmi eux, l'immeuble Saint-Germain se distinguait avec ses lignes modernes et sa façade imposante de verre et d'acier. Alors que la ville commençait à s'endormir, Sophie Lemoine, une jeune femme de 25 ans, commençait sa journée nocturne de travail. Les cheveux noirs attachés en un chignon maladroit et des cernes profondes qui marquèrent son visage aux traits délicats, elle poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs silencieux du 20e étage. L'horloge indiquait 23h15 quand les pleurs résonnèrent dans le couloir. Sophie sentit son cœur se serrer. Le petit Lucas, son fils de seulement 6 mois, s'était réveillé plus tôt que prévu. Madame Durand, la dame qui s'occupait du bébé pendant son service, avait amené l'enfant dans l'immeuble après un appel urgent concernant son mari hospitalisé. « Mon Dieu, et maintenant ?» murmura Sophie, courant vers le hall de l'étage où Madame Durand attendait avec le bébé dans les bras. « Excuse-moi, ma petite, mais j'ai dû amener le petit. Mon Marcel a eu un malaise chez nous. L'ambulance vient juste de l'emmener. » La dame de 60 ans lui remit le bébé et le sac avec les couches et les biberons. « Je te promets que demain je serai de retour. » Sophie acquiesça compréhensive, tout en berçant Lucas dans ses bras. « Tout ira bien pour Monsieur Marcel, vous verrez. Je me débrouillerai ici. » Quand elle se retrouva seule avec son fils, la réalité de la situation la frappa. Il lui restait 4 heures pour terminer son service et il n'y avait personne pour s'occuper de Lucas. Le cœur lourd, elle essaya de calmer le bébé qui pleurait de plus en plus fort. « Chut, mon amour. Maman est là, » chuchota-t-elle, embrassant le front humide du petit. Lucas restait inconsolable. Ses grands yeux marrons, identiques à ceux de sa mère, étaient embués et son petit visage rond, rouge à force de pleurer. Sophie savait ce qu'il voulait. Elle regarda autour d'elle, s'assurant que l'étage était vide. Avec précaution, elle s'assit sur le canapé du hall, déboutonna les premiers boutons de son uniforme gris et commença à allaiter son fils. La tranquillité envahit l'espace. Le seul son était celui de la climatisation et de la succion rythmée de Lucas. Sophie soupira, s'accordant un moment de repos. Ses pensées vagabondèrent vers le petit studio à Belleville où elle habitait, vers les factures en retard et vers le rêve abandonné de fréquenter l'école des beaux-arts. La vie n'avait pas été généreuse avec elle depuis qu'elle avait découvert sa grossesse et avait été abandonnée par Nicolas, son petit ami de 3 ans. « Un jour, tout sera différent, mon petit, » promit-elle, caressant les cheveux sombres et bouclés du bébé. « Maman trouvera une solution. » Ce que Sophie ignorait, c'est que, de l'autre côté du hall, partiellement caché par la pénombre du couloir, François Dupont l'observait. À 42 ans, l'homme d'affaires était connu dans le marché immobilier pour sa froideur et sa détermination. Propriétaire d'une des plus grandes entreprises de construction du pays, Dupont Immobilier, il fréquentait rarement l'immeuble à cette heure-là. Mais ce soir-là, après une réunion prolongée, il avait décidé de chercher quelques documents dans son bureau particulier. La scène dont il était témoin le laissa paralysé. Il y avait quelque chose de profondément intime et en même temps universel dans ce moment entre mère et fils. Quelque chose qui remuait des souvenirs longtemps enfouis, d'une enfance lointaine dans une ferme en Normandie, où sa propre mère, Madame Élise, le berçait sous la lumière de la lampe à huile. François ne savait pas exactement combien de temps il était resté là à observer. Quand il bougea finalement, le plancher en bois grinça sous ses chaussures italiennes, trahissant sa présence. Sophie leva les yeux, effrayée. La panique s'empara d'elle en reconnaissant la silhouette haute et imposante en costume sombre. C'était le propriétaire de l'immeuble, l'homme dont le nom figurait sur la plaque dorée de la réception. Rapidement, elle se couvrit et ajusta
Le bébé dans ses bras sentant son visage brûler de honte. « Monsieur Dupont, je peux expliquer, bégaya-t-elle, se levant. La peur de perdre son emploi fit trembler sa voix. Ce travail était tout ce qu'elle avait, sa seule source de revenus. François leva une main dans un geste qui demandait le calme. Son visage, généralement austère, affichait une expression que Sophie ne parvint pas à déchiffrer. « Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, » dit-il, d'une voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. « Comment vous appelez-vous ?»« Ah, Sophie Lemoine, monsieur. Je travaille dans l'équipe de nettoyage depuis 8 mois. » Elle serrait son fils contre sa poitrine, comme si cela pouvait le protéger. « Et ce petit, Lucas, il a 6 mois. » Sophie déglutit. « La dame qui s'occupe de lui a eu une urgence familiale et a dû me l'amener. Je sais que ce n'est pas autorisé, mais je jure que cela n'est jamais arrivé avant et ne se reproduira pas. » François s'approcha de quelques pas. Sous la lumière plus claire du hall, Sophie put remarquer les cheveux grisonnants sur ses tempes et les rides d'expression qui marquaient son visage. Il y avait une solitude dans ses yeux qui contrastait avec son attitude confiante. « Votre fils est très beau, » commenta-t-il, regardant le bébé qui dormait maintenant tranquillement. « Combien de temps vous reste-t-il pour terminer votre service ?»« 4 heures, monsieur. » François acquiesça, pensif. Puis il fit quelque chose qui surprit Sophie. Il se dirigea vers l'un des canapés et s'assit, lui indiquant de faire de « même. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de rester debout. » Hésitante, Sophie obéit, gardant une distance respectueuse. « Saviez-vous que cet immeuble fut le premier grand projet de Dupont Immobilier ?» demanda-t-il, regardant autour de lui avec un mélange de fierté et de nostalgie. « Mon père a commencé la construction en 1985 et je l'ai achevée en 2005 après son décès. » Sophie ne comprenait pas pourquoi il partageait cette information, mais elle acquiesça poliment. « Mon père disait souvent qu'un immeuble n'est pas fait seulement de béton et d'acier, mais des personnes qui l'habitent et en prennent soin, » poursuivit François. « Je n'ai pas toujours compris ce qu'il voulait dire par là, jusqu'à aujourd'hui. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Sophie entrevit quelque chose d'inattendu chez cet homme, de l'humanité. Ce n'était pas l'homme d'affaires implacable que les journaux décrivaient, mais quelqu'un capable d'être ému par la simplicité d'un moment entre une mère et son fils. « Au 3e étage, il y a une salle de repos avec un canapé-lit, » dit-il se levant. « Vous pouvez y emmener votre fils. Demain, nous trouverons une meilleure solution. »« Merci, monsieur Dupont, » répondit Sophie, ressentant un immense soulagement. « Je terminerai mes tâches, je vous le promets. »« J'en suis certain, » dit-il, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. Avant d'entrer, il se retourna une dernière fois. « Sophie ? » ?»« Oui ? Votre fils a de la chance d'avoir une mère comme vous. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Sophie paralysée, le cœur battant et une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour ne pas avoir été renvoyée, mais quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Alors qu'elle berçait Lucas dans ses bras, Sophie ne pouvait pas imaginer que cette rencontre fortuite changerait à jamais le cours de sa vie, que dans les semaines à venir, le destin entremêlerait son histoire avec celle de François Dupont, de manière qu'aucun des deux ne pourrait prévoir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre nocturne entre Sophie et François. L'automne parisien apportait des matinées froides et des après-midi ensoleillés, peignant la ville de teintes dorées. À l'immeuble Saint-Germain, la routine avait subtilement changé. Dans l'ancienne salle d'archives du 3e étage, maintenant transformée en une petite crèche improvisée, Lucas jouait tranquillement sous les soins de Madame Durand, qui avait été officiellement engagée comme nounou. L'initiative venait de François qui, le lendemain matin de la rencontre, avait convoqué le responsable des ressources humaines et donné des instructions précises. « Je veux que l'employée Sophie Lemoine ait des conditions adéquates pour travailler. Prévoyez une salle pour son fils et engagez quelqu'un pour s'occuper de lui pendant son service. » La nouvelle avait circulé dans les couloirs de l'immeuble, générant des murmures et des spéculations. Certains disaient que Françoise était simplement juste. D'autres, plus malveillants, insinuaient des intérêts cachés derrière cette générosité soudaine. Cet après-midi de vendredi, Sophie arriva plus tôt pour son service. Après avoir laissé Lucas avec Madame Durand, elle se dirigea vers le placard à produits d'entretien. Dans son sac, elle apportait quelque chose que personne dans l'immeuble ne savait.
un petit coffret d'aquarelle et un bloc de papier spécial, acheté avec l'argent qu'elle avait économisé ces derniers mois. Le couloir du 20e étage, où se trouvait le bureau particulier de François, était vide. Sophie termina le nettoyage rapidement et, s'assurant que personne ne l'observait, s'assit près de la fenêtre panoramique. De là, elle avait une vue privilégiée sur le jardin des Tuileries, une oasis verte au milieu du béton. Elle ouvrit son bloc de papier, humidifia le pinceau et laissa les couleurs couler. Peindre était son refuge depuis l'enfance à Marseille, quand sa grand-mère, Madame Jeanne, artisane céramiste, lui avait appris à voir le monde à travers les couleurs. « L'art est le langage de l'âme, ma fille, disait la vieille dame. Quand les mots échouent, laisse tes mains parler pour toi. » Absorbée dans son travail, Sophie ne remarqua pas la présence qui s'approchait. François Dupont, qui revenait d'une réunion plus tôt, s'arrêta à quelques mètres, l'observant avec curiosité. La concentration de la jeune femme, la délicatesse de ses mouvements et l'intensité de son regard le fascinèrent. Mais ce fut l'aquarelle qui prenait forme sur le papier qui l'impressionna vraiment. Une interprétation du coucher de soleil sur le jardin des Tuileries, avec des tons d'orange et de rouge qui semblaient danser entre les ombres des arbres. « Vous avez du talent, dit-il finalement. » Sophie sursauta, laissant tomber son pinceau. Rapidement, elle tenta de cacher le dessin, honteuse d'avoir été prise en flagrant délit. « Excusez-moi, monsieur Dupont, j'allais justement terminer ma pause. Ne vous excusez pas, l'interrompit-il, s'approchant. Puis-je voir ?» Hésitante, Sophie lui tendit l'aquarelle encore humide. François l'examina avec le regard critique de celui qui s'y connaissait en art. En tant que collectionneur, il avait acquis des œuvres d'artistes renommés au fil des ans, mais rarement trouvé quelque chose qui le touchait véritablement. « Ou avez-vous appris à peindre ainsi ?» demanda-t-il, lui rendant son travail. « Ma grand-mère m'a enseigné les bases. Ensuite, j'ai appris seul. J'ai fait un semestre à l'école des beaux-arts, mais j'ai dû abandonner quand... » Elle hésita. Quand Lucas était en route. François acquiesça, compréhensif. « Et vous n'avez jamais pensé à reprendre ?» Sophie eut un sourire triste. « Tous les jours, monsieur. Mais la vie a d'autres priorités maintenant. » Quelque chose dans la sincérité de cette réponse toucha François profondément. Il reconnaissait en elle une détermination silencieuse, une force qui lui rappelait sa propre mère, qui avait affronté d'innombrables difficultés après la mort prématurée de son père. « Venez avec moi, dit-il soudainement. Je veux vous montrer quelque chose. » Intriguée, Sophie le suivit jusqu'à son bureau particulier, un vaste salon décoré de meubles en bois foncé et d'étagères remplies de livres. L'un des murs était couvert de tableaux de divers styles et époques. « Voici ma petite collection », expliqua François, désignant les œuvres. « J'ai commencé il y a 20 ans, lors de ma première visite à Rome. » Sophie marcha lentement, admirant chaque pièce. Ses yeux brillaient, en reconnaissant les styles et techniques qu'elle avait brièvement étudiés à l'université. « Est-ce un Matisse ?» demanda-t-elle, s'arrêtant devant une toile qui représentait des travailleurs dans un champ. François sourit, surpris par sa connaissance. « Oui, l'une des premières œuvres que j'ai acquises. Matisse m'a toujours fasciné par la façon dont il représentait le peuple français. »« La dignité du travail, » murmura Sophie presque pour elle-même. « C'est ce qu'il capture, la force et la beauté dans les choses simples. » Son commentaire fit que François la regarda avec un intérêt renouvelé. Ce n'était pas seulement la technique qu'il voyait dans ses peintures, mais une sensibilité rare, une capacité à voir au-delà de l'évident. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il, après un moment de silence. « J'organise une exposition caritative le mois prochain, au Centre Pompidou. Pourquoi ne prépareriez-vous pas quelques œuvres à présenter ?» Sophie écarquilla les yeux, incrédule. « Moi, dans une exposition, Monsieur Dupont, je crois que vous surestimez mon travail. »« Au contraire, » répondit-il sérieux. « Je reconnais ce que peu ont eu la chance de voir. Votre talent mérite une opportunité. » Avant qu'elle ne puisse protester à nouveau, il poursuivit « Ce ne sera pas une faveur, Sophie, ce sera un échange. Vous aurez du temps et des matériaux pour créer, et j'aurai de nouvelles œuvres pour mon exposition. » La proposition flottait dans l'air comme une bulle de savon, fragile et iridescente. Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était tout ce dont elle rêvait, une chance de montrer son travail, d'être reconnue comme artiste. «
Et mon emploi? Et Lucas? Vous continuerez à travailler, mais à horaire réduit. Et Lucas continuera d'être pris en charge par Madame Durand, sans frais pour vous. Sophie se mordit la lèvre inférieure, encore hésitante. Cela semblait trop beau pour être vrai. Pourquoi faites-vous cela pour moi? La question prit François au dépourvu. Pendant un instant, lui-même ne sut pas répondre. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui l'intriguait, qui éveillait des sentiments longtemps endormis. « Disons que j'investis dans un talent prometteur, » répondit-il. « Finalement. De plus, je crois que l'art peut transformer des vies. La mienne a été transformée par lui. » Leurs regards se rencontrèrent et un courant invisible sembla les connecter. Ce n'était pas seulement de la gratitude que Sophie ressentait, ni seulement de l'admiration que François manifestait. C'était quelque chose de plus profond, plus complexe, qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « J'accepte, » dit-elle, tendant la main, « et je promets de ne pas vous décevoir. » François serra sa main, sentant la douceur de la peau et la fermeté du geste. « Je sais que vous ne le ferez pas. » Dans les semaines qui suivirent, la vie de Sophie prit de nouveaux contours. Une salle, au 5e étage de l'immeuble, fut transformée en atelier, équipée de chevalets, peintures, pinceaux et toiles de diverses tailles. Pendant ses heures libres, elle se livrait à la peinture avec une passion renouvelée, créant des œuvres qui représentèrent la vie dans les banlieues de Paris, la maternité, le travail et l'espoir. François visitait l'atelier régulièrement, toujours en fin d'après-midi, quand le soleil créait des ombres allongées à travers les fenêtres. Il observait les progrès de Sophie, offrait des suggestions, partageait des histoires sur les artistes qu'il admirait. Peu à peu, la distance sociale entre eux diminuait et une amitié improbable s'épanouissait. Lors d'une de ses visites, il apporta un cadeau, un livre rare sur les femmes artistes françaises. « J'ai pensé que cela pourrait vous inspirer, » dit-il, lui remettant le volume relié en cuir. Sophie feuilleta les pages avec révérence, s'arrêtant sur les reproductions colorées d'œuvres de Marie Laurencin, Berthe Morisot et Sonia Delaunay. « Merci », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Cela signifie beaucoup pour moi. » François sourit, satisfait. Il y avait quelque chose dans la gratitude sincère de Sophie qui remplissait un vide dans sa poitrine, un vide que même son succès professionnel n'avait pas réussi à combler. « J'ai aussi quelque chose à vous montrer, » dit Sophie, le conduisant jusqu'à un chevalet couvert d'un tissu. « C'est la pièce centrale pour l'exposition. » Quand elle retira le tissu, François resta sans voix. La toile représentait une scène nocturne dans le hall de l'immeuble Saint-Germain. Une jeune mère allaitant son bébé sous la douce lumière, tandis qu'une silhouette masculine observait à distance, partiellement cachée dans l'ombre. La composition était puissante, avec un jeu de lumière et d'ombre qui créait une atmosphère d'intimité et d'attente. « C'est ainsi que vous m'avez vu cette nuit-là » demanda-t-il, finalement. Sophie acquiesça, nerveuse de sa réaction. « C'est ainsi que je m'en souviens. » Un moment de vulnérabilité qui s'est transformé en un commencement. « C'est parfait, » répondit François avec sincérité. « Ce sera la pièce maîtresse de l'exposition. » Quand il quitta l'atelier cet après-midi-là, il emportait avec lui plus que l'impression d'une peinture. Il emportait la certitude que sa vie et celle de Sophie étaient irrémédiablement entrelacées, pour des raisons qui allèrent bien au-delà de l'art. Le centre Pompidou, au cœur historique de Paris, bouillonnait d'activité en cette soirée de vernissage. L'exposition Nouveaux Regards, art émergent français, organisée par la Fondation Dupont, réunissait des œuvres d'artistes de diverses régions du pays. Cependant, c'était la salle dédiée aux peintures de Sophie Lemoine qui attirait le plus l'attention des invités. « Qui est cette femme? D'où sort-elle » chuchotaient critiques et collectionneurs, intrigués par l'intensité et l'originalité des œuvres exposées. Vêtue d'une élégante robe bleu marine, achetée spécialement pour l'occasion, Sophie circulait parmi les invités, avec Lucas dans les bras. Le bébé, maintenant âgé de presque 8 mois, souriait à tout le monde, charmant même les cadres les plus sérieux avec ses grands yeux expressifs. « Je suis impressionné, François. Tu as découvert un véritable joyau, » commenta Pierre Moreau s'approchant avec une coupe de champagne à la main. À 55 ans, Pierre était l'un des plus grands investisseurs du marché immobilier français et ami de longue date de François. Ses œuvres sont déjà très demandées.
François sourit, observant Sophie de loin. Il y avait quelque chose de maternel et en même temps de puissant dans la façon dont elle se comportait, tenant son fils tout en expliquant son art aux intéressés. « Elle a un don rare, » répondit-il, « et une histoire de vie encore plus rare. » Pierre haussa un sourcil intrigué. « Raconte-moi plus sur elle. » Tandis que François racontait brièvement comment il avait rencontré Sophie, omettant certains détails personnels, Pierre l'observait attentivement. Il connaissait son ami depuis plus de 2 décennies et pouvait percevoir quelque chose de différent dans sa voix, un enthousiasme qu'il n'avait pas vu depuis sa jeunesse. « Elle me rappelle quelqu'un », commenta Pierre, pensif. « Je n'arrive pas à préciser qui, mais il y a quelque chose de familier dans ses yeux. » Avant que François ne puisse répondre, ils furent interrompus par Julien Mercier, un important critique d'art du Figaro. « Dupont, je dois interviewer cet artiste pour ma chronique de dimanche, » dit Julien, enthousiaste. « Ces toiles ont une puissance narrative que je n'ai pas vue depuis des années, surtout celle-là, la centrale. » Il montra l'œuvre que Sophie avait montrée à François quelques semaines auparavant, la scène du hall de l'immeuble Saint-Germain. La peinture, maintenant intitulée « Rencontre », occupait le mur principal de l'exposition. « Je vais vous présenter », répondit François, conduisant le critique vers Sophie. En les voyant s'approcher, elle sentit un frisson dans le ventre. Elle n'était pas encore habituée à toute cette attention. Il y a quelques semaines à peine, elle n'était qu'une femme de ménage anonyme, luttant pour survivre dans la métropole impitoyable. « Sophie, voici Julien Mercier, critique d'art au Figaro. Il aimerait vous interviewer. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Lemoine, » dit Julien, lui tendant la main. « Votre travail est extraordinaire, particulièrement l'œuvre Rencontre. Pourriez-vous m'en parler ?» Sophie hésita un instant, regardant François comme si elle cherchait son approbation. Il acquiesça discrètement, l'encourageant. « Rencontre. Qu'en d'un moment réel, » commença-t-elle, d'une voix basse mais ferme. « Une nuit où je me suis retrouvée seule avec mon fils, dans un lieu où je ne devrais pas être. C'est à propos de la vulnérabilité, mais aussi de la dignité, de la façon dont on se voit et dont on est vu. » Julien prenait des notes rapidement, fasciné. « Et la silhouette masculine dans l'ombre, qui est-ce » Sophie rougit légèrement. « Quelqu'un qui a vu au-delà des apparences, qui a vu la personne, pas seulement la femme de ménage. » Ses yeux rencontrèrent ceux de François et une compréhension silencieuse passa entre eux. Julien, percevant l'échange de regards, sourit intérieurement. Il y avait plus dans cette histoire que la simple découverte d'un talent artistique. L'interview se poursuivit pendant quelques minutes de plus, Sophie répondant aux questions avec un mélange de timidité et de conviction. Quand Julien s'éloigna, promettant un article pour le dimanche suivant, Pierre s'approcha. « Madame Lemoine, je suis Pierre Moreau », se présenta-t-il, avec son charme caractéristique. « Je dois dire que je suis impressionné par votre travail. »« Merci, monsieur Moreau », répondit Sophie, ajustant Lucas dans ses bras. Le bébé commençait à s'agiter, fatigué par le bruit et les lumières. « François m'a raconté comment il vous a découverte, » continua Pierre. « Et cela m'a donné une idée. Je développe un projet social à Belleville, destiné aux jeunes talents des banlieues. J'aimerais vous inviter à être notre curatrice. » Sophie écarquilla les yeux, surprise. « Moi ? Mais je n'ai pas d'expérience. » « En tant que curatrice, vous avez quelque chose de bien plus précieux, l'expérience vécue. Vous connaissez la réalité de ces jeunes parce que vous êtes l'une d'entre eux, et votre regard artistique est exceptionnel. » François, qui jusqu'alors observait la conversation en silence, intervint. « C'est une excellente opportunité, Sophie. Le projet de Pierre a le potentiel de transformer de nombreuses vies. » « Réfléchissez-y, » dit Pierre, lui remettant une carte. « Nous pourrons en discuter tranquillement la semaine prochaine. » Quand Pierre s'éloigna, Sophie se tourna vers François, encore étourdi par la proposition. Lucas commença à pleurer, fatigué et affamé. « Je dois le nourrir, » dit-elle, cherchant un endroit plus tranquille. « Utilisez mon bureau, » offrit François, indiquant une porte latérale. « Vous y serez tranquille. » Le bureau, séparé de la zone d'exposition par une antichambre, était un environnement accueillant, décoré de meubles anciens et d'étagères pleines de livres. Sophie s'assit dans un fauteuil en cuir, installa Lucas pour l'allaiter et se permit de se détendre pour la première fois de la soirée. Pendant que le bébé se nourrissait, elle laissa ses pensées vagabonder. Comme sa vie avait changé en si peu de temps,
De la lutte quotidienne pour la survie à une exposition au Centre Pompidou. De l'invisibilité à la reconnaissance. Et maintenant, une invitation à être curatrice d'un projet social. « Est-ce que je rêve, mon petit ?» chuchota-t-elle à son fils qui la regardait avec des yeux somnolents. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. François entra, apportant un verre d'eau. « J'ai pensé que vous pourriez avoir soif, dit-il, posant le verre sur une petite table à côté. « Merci, Sophie. » Sourit reconnaissante pour l'attention. « Pour tout. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout ce que vous avez fait pour moi ces derniers mois. » François s'assit sur une chaise proche, l'observant avec un regard qui mêlait admiration et quelque chose d'autre, quelque chose que lui-même ne parvenait pas à définir. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez vous, Sophie ?» demanda-t-il, après un moment de silence. « Votre capacité à transformer l'adversité en beauté, à trouver de la dignité dans les situations les plus difficiles. » Elle baissa les yeux, émue par ses paroles. « J'ai appris cela de ma grand-mère. Elle disait que la vie peut nous prendre tout, sauf la capacité de choisir comment nous répondons à ses coups. Une femme sage, votre grand-mère. Oui, elle l'était. » Sophie soupira, ressentant la familière pointe de nostalgie. « J'ai grandi en la regardant modeler l'argile en pièces délicates, même avec ses mains déformées par l'arthrite. Elle m'a enseigné que l'art n'est pas un luxe, mais une nécessité de l'âme. » François acquiesça d'un signe de tête. « C'est pourquoi je pense que vous devriez accepter la proposition de Pierre. Vous pourriez faire pour d'autres jeunes ce que votre grand-mère a fait pour vous. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Vous l'êtes, croyez-moi. » Il hésita un instant comme s'il réfléchissait s'il devait ou non continuer. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, Sophie, quelque chose à propos du projet de Pierre et à propos de moi. » Le ton sérieux dans sa voix fit qu'elle le regarda attentivement. « Qu'y a-t-il? Le projet à Belleville n'est pas seulement une initiative philanthropique. C'est personnel pour moi. » Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la nuit parisienne brillait de 1000 lumières. « Je suis né en Normandie, comme je vous l'ai dit, mais j'ai passé une partie de mon enfance à Belleville. » Sophie le regarda surprise. L'homme devant elle, avec son costume impeccable et son attitude confiante, semblait si éloigné de la réalité de la banlieue. « Ma mère a travaillé comme femme de ménage dans un manoir à Neuilly, » continua-t-il. « Nous vivions dans les dépendances de la propriété. Mais quand elle est tombée malade, nous avons dû déménager à Belleville, où le loyer était moins cher. » « Je ne savais pas, » murmura Sophie. « Je n'aurais jamais imaginé ça, peu de gens le savent. Ce n'est pas quelque chose que je mentionne dans ma biographie officielle. » Il sourit avec une pointe d'ironie. « Les hommes d'affaires à succès ont besoin d'histoires inspirantes, pas de souvenirs de pauvreté. » « Comment en êtes-vous sorti? Mon père, qui nous avait abandonnés des années auparavant, est réapparu quand j'avais 12 ans. C'était un homme fortuné, propriétaire d'une petite entreprise de construction. Il m'a emmené vivre avec lui, à assurer mes études. Quand il est décédé, j'ai hérité de l'entreprise et je l'ai transformée en ce qu'elle est aujourd'hui. » Lucas, qui s'était endormi pendant l'allaitement, fit un petit bruit. Sophie l'ajusta contre son épaule, lui donnant de légères tapes dans le dos. « Et votre mère ?» Le visage de François se durcit un instant. « Elle est décédée il y a 15 ans, cancer. Je suis désolé. Merci. » Il revint s'asseoir, maintenant plus près d'elle. « Ce que j'essaie de dire, Sophie, c'est que je comprends la valeur, ça de l'opportunité. Je sais ce que cela signifie d'avoir quelqu'un qui croit en vous quand tout semble impossible. » Il y avait une intensité dans son regard qui fit accélérer le cœur de Sophie. Ce n'était pas seulement l'homme d'affaires à succès qui parlait, mais le garçon qui avait un jour vécu dans les mêmes rues qu'elle. « J'accepte, » dit-elle finalement. « Je serai la curatrice du projet. » Le sourire qui illumina le visage de François fit que quelque chose se réchauffa en elle. C'était un sourire sincère, différent de celui qu'il affichait pour les photographes et les journalistes. « Vous ne le regretterez pas, » garantit-il, prenant sa main libre entre les « Sianes, nous ferons quelque chose d'extraordinaire ensemble. » Le contact de leurs mains envoya un courant électrique à travers le corps de Sophie. Pendant un instant, le monde extérieur sembla disparaître, et il n'existait plus qu'eux deux et le bébé endormi. « Nous devrions retourner, » chuchota-t-elle, réticente à briser ce moment. « Vos invités vont vous chercher. » François acquiesça, relâchant sa main lentement. « Vous avez raison,
Mais cette conversation ne s'arrête pas ici. Lorsqu'ils retournèrent à l'exposition, quelque chose avait changé entre eux. Une nouvelle compréhension, une connexion plus profonde qui transcendait la relation entre mécène et protégé. Ce qu'aucun des deux ne pouvait prévoir, c'est que dans quelques semaines, un ancien journal trouvé par hasard révélerait des secrets qui mettraient cette connexion à l'épreuve de manières inimaginables. La pluie tombait sans cesse sur Paris en cet après-midi de lundi. Du haut de l'immeuble Saint-Germain, Sophie observait les gouttes dessinées des motifs sur les fenêtres en attendant que l'horloge marque 4 heures. C'était son premier jour en tant que curatrice du projet Couleurs de la banlieue, initiative de la Fondation Moreau en partenariat avec Dupont Immobilier. Elle avait accepté le poste il y a 2 semaines, juste après la réussite de l'exposition, au Centre Pompidou. Depuis lors, sa vie semblait se dérouler à une vitesse accélérée. Interviews pour journaux et magazines, réunions avec des sponsors potentiels, visites dans les communautés de banlieue pour identifier de jeunes talents. Sa routine de femme de ménage avait définitivement pris fin, remplacée par un agenda chargé et un salaire qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela m'arrive », murmura-t-elle pour elle-même, ajustant le nouveau blazer gris qu'elle avait acheté pour l'occasion. La réunion prévue pour 4 heures aurait lieu dans le bureau privé de François, au dernier étage de l'immeuble. Pierre Moreau serait présent, ainsi que d'autres cadres impliqués dans le projet. L'idée était de discuter des détails de l'espace physique qui abriterait le centre culturel à Belleville. 15 minutes avant l'heure prévue, Sophie décida de monter. Elle laissa Lucas aux soins de Madame Durand dans la crèche improvisée, qui fonctionnait maintenant à temps plein, et se dirigea vers l'ascenseur. Le bureau de François occupait tout l'étage supérieur de l'immeuble. En sortant de l'ascenseur, Sophie fut accueillie par Marie, l'efficace secrétaire qui travaillait avec lui depuis plus d'1 décennie. « Bon après-midi, Madame Lemoine », salua Marie, avec un sourire formel. « Monsieur Dupont a demandé que vous l'attendiez dans la bibliothèque. Lui et Monsieur Moreau terminent une visioconférence. »« Merci, Marie. Et, s'il vous plaît, appelez-moi simplement Sophie. » La secrétaire acquiesça, bien que son regard révélât une curiosité contenue. Comme tous dans l'immeuble, Marie avait remarqué la proximité croissante entre son patron et l'ancienne femme de ménage, maintenant transformée en artiste et curatrice. Les rumeurs circulaient, mais personne n'osait commenter ouvertement. La bibliothèque était un espace accueillant, avec des étagères en bois foncé allant du sol au plafond, remplies de volumes reliés en cuir. Un escalier en colimaçon donnait accès à une mezzanine, où se trouvaient des livres plus rares et anciens. Au centre, une table de réunion en bois massif était préparée avec des blocs-notes, des stylos et des bouteilles d'eau. Sophie marcha jusqu'à l'une des étagères, attirée par les titres « Littérature française, philosophie, histoire de l'art ». La collection reflétait un goût éclectique et sophistiqué. Ses doigts glissèrent sur les dos des livres jusqu'à s'arrêter sur une édition des Misérables de Victor Hugo. « L'un de mes préférés », commenta-t-elle, retirant le volume de l'étagère. En l'ouvrant, une feuille volante glissa sur le sol. En se baissant pour la récupérer, Sophie s'aperçut qu'il ne s'agissait pas d'un simple marque-page, mais d'une photographie ancienne, en noir et blanc. Elle montrait une jeune femme, d'une beauté sereine, tenant un bébé dans ses bras. Au verso, une calligraphie délicate indiquait « Élise et François ferment des chênes, 1982 ». Ce doit être sa mère, pensa Sophie, observant attentivement l'image. Il y avait quelque chose dans l'expression de la femme qui lui semblait étrangement familière, comme si elle l'avait déjà vue auparavant. En replaçant la photo dans le livre, Sophie remarqua que l'étagère d'où elle l'avait retirée cachait une petite niche dans le mur. Curieuse, elle tendit la main et toucha ce qui semblait être une boîte en bois sculptée. En la tirant, elle vit qu'il s'agissait d'un étui ancien avec les initiales « ED » gravées sur le couvercle. Elle hésita un instant, consciente qu'elle envahissait l'intimité de François. Mais quelque chose de plus fort que sa raison la poussa à ouvrir l'étui. À l'intérieur, elle trouva un carnet à la couverture usée, jauni par le temps. C'était un journal. Journal d'Élise Dupont, 1980-1985, disait l'inscription sur la première page. Sophie savait qu'elle devrait le fermer immédiatement et le remettre à sa place. Cependant, en tournant la page, un nom sauta à ses yeux. Jeanne Lemoine.
Le choc fut comme un éclair traversant son corps. Jeanne Lemoine était le nom de sa grand-mère, la céramiste qui l'avait élevée à Marseille. Comment était-il possible que son nom soit dans le journal de la mère de François? Le cœur battant, Sophie commença à lire. 15 mars 1981. Aujourd'hui, j'ai visité l'atelier de Jeanne Lemoine à Cassis. Ces céramiques sont d'une beauté transcendantale. Elles capturent l'essence de la Provence d'une manière que je n'ai jamais vue. Nous avons parlé pendant des heures d'art, de vie et de maternité. Je lui ai montré des dessins de François et elle a été impressionnée par le talent du garçon. Elle a dit qu'il a le regard, tout comme sa petite fille, une fillette de seulement 5 ans qui montre déjà un talent pour les arts. Sophie sentit ses jambes faiblir. La fillette, mentionnée dans le journal, ne pouvait être qu'elle-même. Sa grand-mère avait connu la mère de François. Elle continua à lire maintenant avec avidité. 20 avril 1981. Je suis retourné à l'atelier de Jeanne. Cette fois, j'ai rencontré sa petite fille, Sophie, une enfant charmante, avec de grands yeux expressifs qui semblent tout absorber autour d'elle. Pendant que nous parlions, elle modelait de petites figurines d'argile avec une concentration inhabituelle pour son âge. François a été fasciné par elle, la suivant dans tout l'atelier. Les mains de Sophie tremblaient. Elle et François s'étaient connus dans l'enfance. Comment était-il possible qu'aucun des deux ne s'en souvienne? Elle tourna quelques pages de plus, arrivant à une entrée qui glaça son sang. 12 septembre 1981. J'ai finalement avoué à Jeanne ma maladie. Les médecins ne me donnent pas beaucoup de temps. Elle a pleuré avec moi, a tenu mes mains et a promis que, s'il arrivait quelque chose, elle s'occuperait de François. Je lui confierais mon fils sans hésiter. Mais mon mari ne le permettrait jamais. Henri a ses défauts, mais il aime le garçon à sa manière. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passera s'il découvre la vérité sur... Le reste de la page était taché, rendant la lecture impossible. Sophie tourna rapidement la page, anxieuse de découvrir quelle vérité Élise craignait que son mari découvre. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, elle entendit des voix s'approcher. Rapidement, elle rangea le journal dans l'étui et le replaça dans la niche, ajustant les livres pour le cacher. Elle eut à peine le temps de s'éloigner quand la porte s'ouvrit. « Sophie, quelle bonne chose que vous soyez déjà arrivée !» s'exclama François, entrant dans la bibliothèque accompagné de Pierre Moreau et 2 autres personnes qu'elle ne connaissait pas. Permettez-moi de vous présenter aux architectes qui travailleront sur le projet. Pendant la réunion, qui dura presque 2 heures, Sophie lutta pour maintenir sa concentration. Son esprit bouillonnait avec les révélations du journal. Comment expliquer à François qu'il s'était connu enfant? Et quelle était la vérité qu'Élise craignait tant? « Sophie, que pensez-vous de la proposition ?» demanda Pierre, la ramenant au présent. « Excusez-moi, je me suis distraite un moment, » confessa-t-elle gênée. « Je demandais ce que vous pensiez d'inclure un espace dédié à la céramique dans le centre culturel, » répéta Pierre, considérant la tradition provençale dans cet art. La mention de la céramique, si proche de ce qu'elle venait de découvrir sur sa grand-mère, la fit frissonner. « Je pense que c'est une excellente idée, » répondit-elle s'efforçant de sourire. La céramique est une forme d'art accessible et avec de profondes racines culturelles en France. François l'observait avec curiosité. Il connaissait suffisamment Sophie pour percevoir que quelque chose la troublait. Quand la réunion se termina et que les autres participants se retirèrent, il la retint d'un geste. « Tout va bien ? Vous sembliez distante pendant toute la discussion. » Sophie hésita. Devait-elle lui parler du journal, de la découverte que leur vie s'était croisée des décennies auparavant? Ou valait-il mieux enquêter davantage avant de partager des informations qui pourraient être incomplètes? « Je suis juste fatiguée, mentit-elle. Ces dernières semaines ont été intenses. » François la regarda pas tout à fait convaincu. « Vous êtes sûr que c'est tout ?» En fait, Sophie respira profondément. « J'aimerais vous poser une question personnelle. » « Bien sûr. Avez-vous déjà été à Cassis? Quand vous étiez... enfant peut-être ?» La question sembla le surprendre. Il fronça les sourcils, pensif. « Oui, plusieurs fois. Ma mère adorait la culture provençale. Nous y avons passé des vacances quand j'avais 6 ou 7 ans, je crois. Et vous souvenez-vous d'avoir rencontré une céramiste nommée Jeanne Lemoine ?» Les yeux de François s'élargirent légèrement. « Jeanne, oui, vaguement. Une dame aux cheveux gris qui faisait des figurines d'argile, n'est-ce pas? Comment le savez-vous ?» Le cœur de Sophie s'accéléra.
Jeanne était ma grand-mère. J'ai été élevé par elle à Marseille jusqu'à mes 15 ans, quand nous sommes venus à Paris. » François la regarda, stupéfait. « Votre grand-mère, mais c'est une coïncidence extraordinaire. »« Je ne crois pas aux coïncidences de ce genre, » répondit Sophie, rassemblant son courage. « Surtout si l'on considère que vous et moi nous sommes connus enfants dans son atelier. »« Nous nous sommes connus? Je ne m'en souviens pas. » François semblait sincèrement confus. « Moi non plus, je ne m'en souvenais pas, jusqu'à aujourd'hui. » Elle hésita, décidant de ne pas mentionner le journal pour l'instant. Quelque chose m'a fait me rappeler. Des flashs de mémoire. François marcha jusqu'à la fenêtre, absorbant l'information. La pluie continuait à tomber, maintenant plus faiblement, et le ciel commençait à s'éclaircir à l'ouest. « C'est incroyable de penser que nos chemins se sont croisés il y a si longtemps, » dit-il, finalement, presque comme si le destin nous réunissait à nouveau, compléta Sophie, s'approchant. Leurs regards se rencontrèrent, et pendant un instant, tous deux sentirent le poids de cette révélation. Il y avait beaucoup plus à découvrir, et Sophie savait qu'elle devait lire le reste du journal pour comprendre complètement le lien entre leurs familles. « Je dois aller chercher Lucas, » dit-elle, brisant le moment. « Madame Durand doit déjà vouloir partir. »« Bien sûr, » répondit François, encore pensif. « Pouvons-nous continuer cette conversation demain? J'aimerais en savoir plus sur votre grand-mère et sur nous quand nous étions enfants. » Sophie acquiesça, bien qu'elle sût que la prochaine conversation pourrait révéler des secrets qui changeraient à jamais la relation entre eux. Alors qu'elle descendait dans l'ascenseur, une certitude grandissait dans sa poitrine. Elle devait retourner à la bibliothèque et finir de lire le journal d'Élise. Ce n'est qu'ainsi qu'elle découvrirait quelle était la vérité que la mère de François craignait tant de voir révélée. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que cette vérité serait intimement liée non seulement au passé, mais aussi à l'avenir d'elle, de François et du petit Lucas. L'horloge marquait presque minuit quand Sophie revint à l'immeuble Saint-Germain. Elle avait laissé Lucas aux soins de sa voisine, Madame Lambert, avec l'excuse qu'elle devait chercher des documents importants pour le projet. La vérité, cependant, était autre. Le journal d'Élise Dupont était devenu une obsession depuis qu'elle l'avait découvert cet après-midi. L'immeuble était silencieux, avec seulement quelques gardiens au rez-de-chaussée. Sophie utilisa son nouveau badge d'accès, maintenant en tant que coordinatrice du projet culturel pour monter au dernier étage. Elle connaissait suffisamment la routine de François pour savoir qu'il ne reviendrait pas au bureau à 7 heures. Les mardis, il dînait habituellement avec des investisseurs au Fouquet's. La bibliothèque était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la lumière de la ville qui entrait par les larges fenêtres. Sophie alluma une lampe discrète et se dirigea directement vers l'étagère où elle avait trouvé le journal. Retirant soigneusement les livres, elle atteignit la niche et sortit l'étui en bois. Elle s'assit dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre et ouvrit le journal à la page où elle s'était arrêtée. L'élégante calligraphie d'Élise semblait raconter non seulement une histoire, mais révéler un secret gardé pendant des décennies. 13 septembre 1981. J'ai rêvé de ma sœur cette nuit. Claire apparaît toujours dans mes rêves quand je suis angoissé. Parfois, je pense qu'elle essaie de me dire quelque chose de l'au-delà, quelque chose à propos de la promesse que je n'ai pas pu tenir. J'ai laissé sa fille derrière moi. Je l'ai confiée aux soins de Jeanne alors que j'aurais dû l'emmener avec moi. Henri n'aurait jamais accepté d'élever la fille de Claire, fruit d'un amour qu'il considérait comme honteux. Il tolère à peine que je visite Cassis pour voir la petite. Si seulement il savait que François et la petite Sophie partagent le même sang, qu'ils sont cousins. Sophie laissa tomber le journal sur ses genoux, abasourdie. Elle et François étaient cousins? Sa mère, Claire, qu'elle avait à peine connue, était la sœur d'Élise Dupont? Les implications de cette révélation la laissèrent sans souffle. Sa grand-mère Jeanne n'avait jamais beaucoup parlé de sa mère, seulement que Claire était tombée amoureuse d'un musicien itinérant et était partie avec lui, laissant sa petite fille aux soins de la grand-mère. Des années plus tard, ils avaient reçu la nouvelle que Claire était décédée dans un accident à Nice. Sophie avait seulement 3 ans à l'époque et ne gardait pas de souvenir de sa mère. Les mains tremblantes, elle continua sa lecture. Fin octobre 1981. François a demandé à propos de la petite fille de Cassis aujourd'hui. Il a dit qu'il avait rêvé d'elle, qu'ils jouaient ensemble sur la plage. C'est étrange comme les enfants ont cette connexion inexplicable.
Est-ce que le sang parle plus fort? Je crains le jour où je devrais lui dire la vérité, lui expliquer pourquoi nous visitions toujours Jeanne, pourquoi j'apportais toujours des cadeaux pour Sophie. Mais peut-être que ce jour ne viendra jamais. Les médecins disent que mon temps s'épuise. Les larmes brouillaient la vision de Sophie. Toute sa vie, elle avait cru être simplement la fille abandonnée d'une femme qui avait choisi la liberté plutôt que la maternité. Maintenant, elle découvrait qu'elle avait une famille, une tante qui lui rendait visite secrètement, un cousin avec qui elle avait joué dans son enfance. Elle tourna quelques pages de plus, arrivant à une entrée de 1982, 5 mai 1982. Mon tas s'est considérablement aggravé. Henri a finalement réalisé la gravité de la situation et est désespéré à sa manière. Je m'inquiète pour François. Qui prendra soin de lui avec l'amour qu'il mérite quand je partirai? Henri est un bon pourvoyeur, mais il ne sait pas être père. J'ai pensé à écrire une lettre à Jeanne, lui demandant de révéler la vérité quand les cousins seront plus âgés. Peut-être qu'un jour, Sophie et François pourront se retrouver, former le lien familial que j'ai toujours souhaité pour eux. Sophie ferma les yeux, essayant de traiter toutes ces informations. C'était comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Son identité, son histoire, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même était en train d'être réécrit. Elle continua à lire, arrivant aux dernières entrées du journal, 10 décembre 1984. François a 12 ans maintenant. Henri est réapparu après des années d'absence et veut l'emmener vivre à Paris. Je suis trop faible pour lutter, et peut-être est-ce mieux pour le garçon d'avoir une figure paternelle, même tardive. Mon seul réconfort est de savoir que Jeanne continuera à prendre soin de Sophie, lui donnant l'amour et l'éducation qu'elle mérite. J'ai écrit une lettre à remettre à Sophie quand elle aura 18 ans, révélant toute la vérité. Je l'ai laissée à Jeanne avec un petit héritage que j'ai économisé au fil des ans. Henri n'est au courant de rien de tout cela, bien sûr. L'entrée suivante, datée de mars 1985, était la dernière du journal, écrite d'une calligraphie presque illisible, témoignant de l'état affaibli d'Élise. Je n'ai plus de force. Je sais que mon temps est écoulé. François est à Paris avec son père. Je ne l'ai pas vu depuis des mois. Mon dernier souhait est que, d'une manière ou d'une autre, le destin réunisse à nouveau les cousins. Que Sophie et François puissent se retrouver à l'âge adulte, et même s'ils ne connaissent jamais la vérité, qu'ils puissent compter l'un sur l'autre dans leur vie. Sophie ferma le journal, sentant le poids de l'histoire qu'elle venait de découvrir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les visites de sa tante Élise, dont elle se souvenait à peine. Les cadeaux qui arrivaient à des dates spéciales, toujours accompagnés de cartes signées par une amie. La lettre que sa grand-mère avait promis de lui remettre quand elle aurait 18 ans, mais qui ne lui était jamais parvenue parce que Jeanne était décédée avant cela. « Le destin nous a réunis à nouveau », murmura-t-elle pour elle-même, regardant la ville illuminée à travers la fenêtre, mais d'une façon que tante Élise n'aurait jamais pu imaginer. Si absorbée était-elle dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas la porte de la bibliothèque s'ouvrant silencieusement. Ce n'est que lorsqu'une voix familière brisa le silence que Sophie se rendit compte qu'elle n'était plus seule. « Que faites-vous ici à cette heure, Sophie ?» Elle se retourna brusquement, le journal encore ouvert sur ses genoux. François se tenait à la porte, toujours vêtu du costume sombre qu'il avait porté pour le dîner d'affaires. Son regard oscillait entre le visage troublé de Sophie et l'objet dans ses mains. « Le journal de ma mère », constata-t-il, s'approchant lentement. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement une profonde curiosité. « Comment l'avez-vous trouvé ?» Sophie sentit son visage brûler de honte. « Cet après-midi, en attendant la réunion. Je n'aurais pas dû... C'était une invasion. De votre vie privée, je le sais. Mais quand j'ai vu le nom de ma grand-mère... » François s'assit dans le fauteuil opposé, son visage une masque impénétrable. « Et qu'avez-vous découvert ?» Pendant un instant, Sophie hésita. Révéler la vérité pourrait tout changer entre eux, mais garder ce secret serait une trahison encore plus grande. « J'ai découvert que votre mère, Élise, était la sœur de ma mère, Claire, dit-elle finalement. Nous sommes cousins, François. » Il ne manifesta pas de surprise, seulement une profonde tristesse. Il tendit la main, demandant silencieusement le journal. Sophie le lui donna, observant tandis qu'il feuilletait les pages jaunies avec révérence. « Je l'ai toujours su, dit François après un long silence. « Quoi »
s'exclama Sophie, stupéfaite. Pas depuis le début, précisa-t-il. Je l'ai découvert il y a environ 10 ans, quand j'ai trouvé ce même journal et quelques documents que ma mère avait gardés. Parmi eux, une copie de la lettre qu'elle mentionne, celle qui aurait dû vous être remise. Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché? François eut un sourire triste. Je vous ai cherché. J'ai engagé des détectives privés, fouillé des registres à Marseille et Cassis. J'ai découvert que vous aviez déménagé à Paris après la mort de votre grand-mère, mais la piste se perdait là. Paris est trop grande et vous n'étiez qu'une aiguille dans une botte de foin. Et quand vous m'avez trouvé dans l'immeuble, quand vous m'avez vu allaiter Lucas cette nuit-là, vous saviez qui j'étais? Pas immédiatement, confessa-t-il. Votre nom est commun et je cherchais une artiste, pas une femme de ménage. C'est seulement quand j'ai vu vos peintures, quand j'ai remarqué certains traits familiers, quelques choses dans la façon dont vous mélangez les couleurs, dans votre signature au coin des toiles. Je me suis souvenu des céramiques de Jeanne, des petites sculptures que vous faisiez enfant. Sophie ressentit une vague d'émotions contradictoires, soulagement de finalement connaître la vérité, colère d'avoir été maintenue dans l'ignorance, confusion sur ce que cela signifiait pour la relation qui commençait à fleurir entre eux. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit quand vous en 15 minutes plus tard, Sophie sortit de son bureau et se dirigea vers l'ascenseur. L'idée de confier Lucas à Madame Durand, la nounou qu'elle avait engagée à temps plein, lui traversa l'esprit. Après avoir quitté son emploi de femme de ménage pour devenir curatrice, Sophie pouvait enfin se permettre de tels luxes. Elle ajusta son nouveau blazer noir, un achat récent qui symbolisait sa transformation professionnelle. « Ce que vous savez maintenant, dit François calmement, du fait que nous sommes parents, du fait que je l'ai découvert avant vous. Parce que j'avais peur de votre réaction, que vous vous sentiez manipulé, que vous pensiez que tout ce que j'ai fait pour vous, l'exposition, le projet à Belleville, n'était que par culpabilité ou obligation familiale. » Il la regarda intensément. « Mais ce n'était pas le cas. J'ai reconnu votre talent avant de soupçonner qui vous étiez. Et ensuite, j'ai voulu mieux vous connaître, comprendre quel genre de personne vous étiez devenu. » « Et maintenant ?» demanda Sophie, sa voix presque un murmure. « Qu'est-ce que cela change entre nous ?» La question flotta dans l'air, chargée d'implications. François se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville en dessous d'eux ressemblait à un tapis de lumière, indifférente aux drames humains, qui se déroulaient dans ces gratte-ciel. « Cela dépend, répondit-il finalement, de ce que vous ressentez, de ce que je ressens, de comment nous voulons continuer à partir de maintenant. » Sophie se leva également, le rejoignant près de la fenêtre. Le reflet des deux semblait unir leurs silhouettes en une seule image. « J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose d'inexplicable entre nous, » confessa-t-elle. « Une connexion qui allait au-delà de la gratitude ou de l'admiration. » Le sang qui parle plus fort, suggéra François, utilisant les mots de sa mère. Peut-être, ou peut-être simplement deux âmes qui se reconnaissent, après tant de temps séparés. Leurs regards se rencontrèrent dans le reflet de la fenêtre, et à ce moment, tous deux surent que rien ne serait plus comme avant. Le secret révélé n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre, encore plus complexe et profonde. Le centre culturel Belleville prenait forme rapidement. Ce qui était auparavant un entrepôt abandonné se transformait en un espace lumineux et accueillant, avec des salles de classe, des ateliers et une galerie d'exposition. L'inauguration était prévue pour dans 3 semaines, et les préparatifs entraient dans leur phase finale. Sophie supervisait l'installation des chevalets dans la salle de peinture quand son téléphone vibra. C'était un message de François. « Nous devons parler. Déjeuner sur la terrasse à midi. » Depuis la nuit de la révélation 2 semaines auparavant, ils avaient maintenu une relation cordiale mais distante. Ils travaillaient ensemble sur le projet, assistaient aux mêmes réunions, mais évitaient de se retrouver seuls. Comme si tous deux avaient besoin de temps pour assimiler la vérité sur leur lien de parenté et ce que cela signifiait pour la relation qui commençait à s'épanouir entre eux. « J'y serai, » répondit Sophie, sentant son cœur s'accélérer. À midi, elle quitta le centre culturel et se dirigea vers l'immeuble où François habitait, à quelques pâtés de maison. Le duplex au dernier étage à Neuilly était un contraste saisissant avec la réalité de Belleville. De la terrasse, on pouvait voir la banlieue s'étendre comme une mer de construction improvisée, tandis que de l'autre côté se dressaient des manoirs et des résidences de luxe,
l'inégalité sociale de Paris exposée dans toute sa brutalité. François l'attendait dans l'espace extérieur, où une table était dressée à l'ombre d'une pergola couverte de plantes grimpantes fleuries. Il portait des vêtements décontractés, chose rare pour un homme toujours impeccable dans ses costumes, et semblait plus détendu que ces dernières semaines. « Merci d'être venu », dit-il, tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. « J'ai pensé que nous pourrions mieux discuter ici, loin du bureau et des travaux. »« C'est un bel endroit », commenta Sophie, observant le jardin suspendu qui les entourait, avec des espèces indigènes, soigneusement disposées à différents niveaux. « Je n'ai jamais imaginé qu'il y aurait tant de verdure au sommet d'un immeuble. C'était inspiré des jardins de la maison de ma mère en Normandie, » expliqua François, servant de l'eau pour tous les deux. Elle avait un talent particulier pour faire fleurir les plantes, même dans les conditions les plus difficiles. La mention de la tante que Sophie n'avait jamais vraiment connue fit ressurgir les questions non résolues entre eux. Pendant un moment, aucun des deux ne sut comment continuer. « François, Sophie, nous devons… » Ils parlèrent en même temps et sourirent, brisant un peu de la tension. « Vous d'abord, » céda-t-elle. François respira profondément, comme quelqu'un qui rassemble son courage pour plonger en eaux inconnues. « Ces 2 semaines m'ont fait beaucoup réfléchir sur nous, sur ce que nous avons découvert et ce que cela signifie. Et je suis arrivé à une conclusion que je dois partager avec vous. » Sophie acquiesça tendue, se préparant à ce qui allait suivre. « Le lien de sang qui nous unit est important, oui. C'est une partie de qui nous sommes, de notre histoire. Mais il ne définit pas ce que nous ressentons ou ce que nous pouvons être l'un pour l'autre. » Il fit une pause, observant sa réaction. « Que voulez-vous dire exactement ?» demanda Sophie avec prudence. « Que nous sommes adultes, capables de faire nos propres choix, que le fait que nous soyons cousins ne devrait pas empêcher ce qui a commencé à grandir entre nous avant même que nous ne connaissions cette parenté. » Les mots flottèrent dans l'air, chargés de sens. Sophie sentit son visage s'échauffer, partagé entre le soulagement et l'appréhension. « Ce n'est pas si simple, » dit-elle finalement. « Il y a Lucas à considérer, il y a le projet, il y a votre position dans la société. »« Je suis fatigué de vivre d'apparence, » interrompit François avec une intensité qui la surprit. « J'ai passé des années à construire un empire, à être l'homme d'affaires respectable que mon père attendait de moi. Mais à quel prix? La solitude? Une vie sans réelle signification ?» Il se leva, marchant jusqu'au bord de la terrasse. De là, il contempla la ville qui s'étendait à ses pieds. « Quand je vous ai trouvé cette nuit-là, allaitant Lucas dans le hall, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas seulement de la compassion ou de la curiosité. C'était comme si une partie endormie de mon âme s'éveillait. » Sophie le rejoignit, maintenant une distance respectueuse. « J'ai aussi ressenti quelque chose, » confessa-t-elle. « Mais maintenant, sachant que nous sommes famille, cousins et cousines, corrigea-t-il doucement, un degré de parenté qui, dans de nombreuses cultures et époques, n'a pas empêché les unions. Même dans la royauté européenne, c'était courant. Nous sommes dans la France du XXIe siècle, rappela Sophie avec un demi-sourire. Et vous n'êtes pas un roi, malgré l'empire que vous avez construit. » François rit, et le son de son rire sincère fit fondre quelque chose en elle. « Non, je ne suis pas un roi. Je suis juste un homme qui a trouvé quelque chose de plus précieux que tous les immeubles qu'il a construits. » Leurs regards se rencontrèrent, et pendant un instant, toutes les barrières sociales, toutes les complications familiales semblèrent disparaître. Ils n'étaient que 2 personnes qui s'étaient reconnues dans un monde d'étrangers. « J'ai quelque chose pour vous, » dit François, brisant le moment. Il se dirigea vers une table latérale et prit une enveloppe jaunie. « Je l'ai trouvée parmi les affaires de ma mère. C'est la lettre qu'elle mentionnait dans le journal, celle qui aurait dû vous être remise quand vous auriez eu 18 ans. » Les mains tremblantes, Sophie prit l'enveloppe. Le papier avait vieilli, mais le cachet n'avait jamais été rompu. Son nom était écrit sur le devant, avec la même calligraphie élégante que le journal. « Je ne l'ai jamais ouverte, » garantit François. « Elle vous appartient. » Sophie fixa l'enveloppe pendant un long moment, sentant le poids de l'histoire qu'elle contenait. Puis, d'un mouvement décidé, elle la déchira sur le côté et en retira 2 feuilles de papier pliées, accompagnées, d'une ancienne photographie. La photo montrait 2 jeunes femmes, très semblables, souriant à l'appareil. Derrière elles, les maisons colorées de cassis servaient de décor. En la retournant, Sophie lut l'inscription. « Élise et Claire.
Cassis 1975. Ma mère et la vôtre, expliqua François, regardant par-dessus son épaule. Elles étaient inséparables dans leur jeunesse, d'après ce que je sais. Sophie acquiesça, émue, et commença à lire la lettre. La voix d'Élise semblait résonner à travers. Le temps, racontant l'histoire des sœurs Dupont. Comment Claire était tombée amoureuse d'un violoniste et avait été déshéritée par la famille en s'enfuyant avec lui. Comment elle était tombée enceinte et abandonnée par son amant, était retournée à Cassis, mais pas à la maison familiale. Comment Élise, la seule à maintenir le contact, avait secrètement aidé sa sœur et sa nièce nouveau-née. Et comment, après la mort prématurée de Claire, elle avait continué à visiter Sophie, sans jamais révéler sa véritable identité pour protéger la petite fille du rejet de la famille Dupont. « J'ai voulu vous emmener avec moi tant de fois », avait écrit Élise. Mais mon mari Henri était un homme aux valeurs rigides, qui n'aurait jamais accepté d'élever la fille illégitime de ma sœur disgraciée, comme il l'appelait. Alors j'ai fait ce que j'ai pu à distance, m'assurant que Jeanne ait les ressources pour vous élever convenablement. François, mon fils, demandait toujours à propos de la petite fille de Cassis, comme s'il sentait instinctivement le lien qui vous unissait. Qui sait, peut-être qu'un jour le destin vous réunira à nouveau et vous pourrez être la famille que j'ai toujours souhaité que vous soyez. Quand elle eut fini de lire, Sophie avait le visage baigné de larmes. François, respectant son moment, garda le silence, lui offrant seulement un mouchoir. « Elle nous voulait ensemble », murmura Sophie finalement. « Pas de cette façon peut-être, mais elle voulait que nous soyons une famille. »« Et nous le sommes », répondit François gentiment. « Indépendamment de ce que nous déciderons d'être l'un pour l'autre, ce lien existera toujours. » Sophie plia soigneusement la lettre et la rangea dans l'enveloppe avec la photographie. C'était un trésor qu'elle conserverait pour toujours, quelque chose qu'un jour elle montrerait à Lucas pour qu'il connaisse ses racines. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, regardant François dans les yeux, « pour assimiler tout cela, pour comprendre ce que je ressens vraiment, ce que nous voulons vraiment. »« Tout le temps dont vous avez besoin, » répondit-il compréhensif. « Je demande seulement que vous ne vous éloigniez pas complètement, que vous me permettiez de faire partie de votre vie, quel que soit le rôle que vous décidez pour moi. »« Le projet, » rappela Sophie. « Nous avons encore le centre culturel à inaugurer. »« Oui, le projet. » François sourit. « Et si nous retournions ? Au travail alors ? Pierre nous attend pour la réunion finale avec les professeurs. » Tandis qu'ils descendaient dans l'ascenseur privé, côte à côte mais sans se toucher, Sophie ressentit une étrange paix. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule au monde. Elle avait une histoire, une famille, des racines qui allaient au-delà de la petite maison à Marseille, où elle avait grandi. En arrivant au rez-de-chaussée, François retint la porte de l'ascenseur, la regardant avec une expression qui mêlait espoir et résignation. « Quelle que soit votre décision, Sophie, sachez que vous rencontrer a été la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. » Elle sourit, touchée par la sincérité de ses paroles. « Dans la mienne aussi, » répondit-elle honnêtement. Et tandis qu'ils marchaient ensemble vers la voiture qui les ramènerait à Belleville, Sophie comprit que certaines décisions ne peuvent être précipitées. Que l'amour, dans toutes ses formes complexes, a parfois besoin de temps et d'espace pour s'épanouir pleinement. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que, dans seulement une semaine, un événement inattendu lors de l'inauguration du centre culturel mettrait à l'épreuve non seulement ses sentiments pour François, mais aussi tout ce qu'elle croyait sur la famille, la loyauté et le véritable sens de l'appartenance. La nuit d'inauguration du Centre culturel Belleville arriva avec le ciel de Paris peint de teintes pourpres et oranges. L'ancien entrepôt, maintenant transformé en un espace lumineux et accueillant, était décoré de banderoles colorées et rempli de gens, habitants du quartier, artistes, hommes d'affaires, politiciens et journalistes. Sophie, vêtue d'une élégante robe vert émeraude qui mettait en valeur son teint, circulait parmi les invités avec Lucas dans les bras. Le bébé, maintenant âgé de presque 10 mois, souriait à tout le monde, charmant même les cadres les plus austères avec ses grands yeux expressifs. « Vous êtes éblouissante », commenta Pierre Moreau, s'approchant avec 2 coupes de champagne. Il en offrit une à Sophie, qui l'accepta avec un sourire reconnaissant. « Et l'espace est encore mieux que ce que nous avions imaginé. »« Merci, Pierre. Cela n'aurait pas été possible sans votre soutien et celui de François. »
Le nom lui échappa, avec une familiarité qui n'échappa pas à Pierre. Ces dernières semaines, alors qu'ils finalisaient les préparatifs pour l'inauguration, Sophie et François avaient établi une routine de travail qui les avait rapprochés à nouveau. La tension, initiale après la découverte de leur parenté, avait cédé la place à une complicité silencieuse, comme si tous deux étaient parvenus à une entente tacite sur ce qu'ils pouvaient être l'un pour l'autre. En parlant de François, dit Pierre, regardant autour de lui, où est-il? Le discours d'ouverture devrait commencer dans 10 minutes. Il parlait avec le maire dans la galerie, répondit Sophie, ajustant Lucas dans ses bras. Le bébé commençait à s'agiter, probablement fatigué par le bruit et les lumières. Je vais le chercher. En se dirigeant vers la galerie où les œuvres des jeunes artistes de Belleville étaient exposées, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir à comment sa vie avait changé en moins d'1 an. De la femme de ménage invisible qui allaitait son fils en cachette dans le hall d'un immeuble à la curatrice respectée et artiste en ascension, célébrée lors d'une soirée comme celle-ci. La galerie était moins pleine que le hall principal, avec de petits groupes de personnes admirant les peintures, sculptures et installations créées par les élèves du projet. Au centre de l'espace, une sculpture en particulier attirait l'attention. Un arbre en métal recyclé dont les branches soutenaient de petites céramiques colorées, chacune représentant un visage, une expression, une histoire. L'arbre des mémoires, expliquait François à un groupe de journalistes, inspiré des céramiques provençales, mais avec une touche contemporaine. Un projet collectif de nos élèves sous la direction de Sophie. En la voyant s'approcher avec Lucas, François sourit, un sourire réservé juste pour eux. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce soir-là, une détermination que Sophie n'arrivait pas à déchiffrer. « Et voici notre curatrice », annonça-t-il, tendant la main dans sa direction. La véritable âme de ce projet. Sophie rougit sous le compliment et l'attention soudaine des journalistes qui commencèrent immédiatement à la photographier. « Pierre vous cherche », dit-elle, quand elle put s'approcher. Le discours... « Je sais », répondit François, vérifiant sa montre, « mais avant, je dois vous montrer quelque chose. Pouvez-vous m'accompagner un moment ?» Intriguée, Sophie acquiesça. François la conduisit par un couloir latéral jusqu'à une petite salle qu'elle ne reconnut pas. Elle ne faisait pas partie du projet original et la porte qu'il déverrouilla avec une clé spéciale était marquée seulement du numéro 7. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda-t-elle, curieuse. « Une surprise », répondit-il, ouvrant la porte et allumant les lumières. Ce que Sophie vit fit bondir son cœur. La salle, parfaitement éclairée, était un atelier complet avec des chevalets, des étagères de matériaux, une large table de travail et, le plus surprenant, des murs couverts de reproductions de ses propres œuvres, depuis les premiers croquis faits à l'immeuble Saint-Germain jusqu'aux toiles les plus récentes. « François, c'est votre espace », compléta-t-il, « pour créer, pour enseigner, pour être qui vous êtes vraiment. » Sophie tourna lentement, absorbant chaque détail. Il y avait un espace spécial aménagé pour Lucas, avec un petit parc rempli de jouets éducatifs. Dans le coin opposé, une étagère présentait des livres d'art, y compris quelques volumes, rares sur les artistes français. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle émue. « Ne dites rien encore », demanda François, la conduisant jusqu'à un mur où un tissu couvrait ce qui semblait être un tableau. « Il y a plus !» D'un geste solennel, il retira le tissu, révélant une peinture que Sophie reconnut immédiatement. L'image des 2 sœurs à Cassis, Élise et Claire, recréée en couleurs vibrantes à partir de l'ancienne photographie en on-sound-in-sense, noir et blanc. Comment? J'ai engagé un restaurateur pour récupérer la photo au maximum, puis je l'ai agrandie et utilisée comme base. Je ne suis pas un artiste comme vous, mais j'ai fait de mon mieux. Sophie s'approcha, touchant la toile de doigts tremblant. La ressemblance entre les sœurs était impressionnante, tout comme la ressemblance des deux avec elle-même. C'était comme regarder dans un miroir du passé, vers des racines qu'elle pouvait enfin reconnaître comme siennes. « C'est parfait », chuchota-t-elle, la voix étranglée. « Merci. » Lucas, comme s'il sentait l'émotion du moment, tendit ses petits bras vers la peinture, balbutiant des sons incompréhensibles. « Il semble approuver », commenta François, souriant au petit garçon. « Je crois qu'il reconnaît la famille. » Le mot « famille » flotta dans l'air entre eux, chargé de sens. Sophie regarda François,
voyant au-delà de l'homme d'affaires à succès, au-delà du cousin récemment découvert. Elle vit l'homme qui, contre toute probabilité, était entré dans sa vie et l'avait transformée de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Nous devons parler, dit-elle finalement, de nous, de ce qui se passe maintenant. » François acquiesça, sérieux. « Je sais. Et c'est pourquoi j'ai préparé tout ceci. Je voulais que vous voyiez concrètement que je suis engagé envers votre avenir, envers votre talent, indépendamment de ce que vous déciderez concernant nous. » Le silence qui suivit fut interrompu par un léger coup à la porte. C'était Pierre, semblant légèrement anxieux. « Excusez-moi de vous interrompre, mais le maire attend pour le discours d'ouverture. »« Nous arrivons, » répondit François sans détacher son regard de Sophie. « Juste une minute de plus. » Quand la porte se referma, il fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. « Sophie, je... » « Non, l'interrompit-elle doucement. « Ce n'est pas le moment, nous avons une soirée importante devant nous, un projet à lancer. Cette conversation mérite du temps et de l'intimité. » François acquiesça, respectant sa décision. « Vous avez raison. Mais avant que nous retournions là-bas, je veux que vous sachiez une chose. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours bleu et la tendit à Sophie. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » s'empressa-t-il d'expliquer, voyant l'expression de surprise sur son visage. « Ouvrez, s'il vous plaît. » D'une main équilibrant Lucas sur l'autre bras, Sophie ouvrit la boîte. À l'intérieur, reposant sur du satin blanc, il y avait une ancienne chaîne en or avec un pendentif en forme de palette de peintre, sertie de petites pierres colorées. « C'était à ma mère, » expliqua François. « Elle le portait toujours quand elle peignait. Son petit talisman porte-bonheur, disait-elle. J'aimerais que vous l'ayez, indépendamment de ce que vous déciderez à notre sujet. Il vous revient de droit, comme partie de votre héritage familial. » Sophie sentit les larmes s'échapper, malgré ses efforts pour les contenir. Avec précaution, elle confia Lucas à François qui le prit avec naturel, comme s'il était habitué à le faire. Puis elle retira le collier de la boîte et le plaça autour de son cou. « C'est magnifique, » murmura-t-elle, touchant le pendentif. « Je le porterai avec beaucoup de fierté. » François sourit, berçant Lucas avec une familiarité qui émut Sophie. Le bébé, complètement à l'aise dans ses bras, jouait avec les boutons de sa chemise. « Je crois qu'il a déjà pris sa décision, » commenta François, regardant le petit garçon. « Quant à qui je suis dans sa vie, Lucas a toujours eu bon goût, » répondit Sophie avec un sourire, « et un cœur plus sage que le mien, apparemment. » Leurs regards se croisèrent, et dans le silence qui suivit, quelque chose fut décidé, non pas avec des mots, mais avec la compréhension mutuelle qui s'était développée entre eux ces derniers mois. « Allons-y, » dit Sophie finalement. « Nous avons un discours à faire. » Sur la scène montée dans le hall principal, François parla avec éloquence de l'importance de l'art comme outil de transformation sociale, de comment le projet à Belleville n'était que le début d'une initiative qui s'étendrait à d'autres communautés. À ses côtés, Sophie représentait le pont entre deux mondes, celui de la haute société parisienne et celui des banlieues, celui de la tradition artistique et celui de l'innovation contemporaine. Quand vint son tour de parler, elle fit un pas en avant, ajustant le microphone. « Ce centre culturel est né d'une rencontre inattendue, » commença-t-elle, regardant directement François. « Deux vies qui se sont croisées quand elles s'y attendaient le moins. De destins qui étaient, peut-être, écrits dans les étoiles bien avant que nous nous en rendions compte. » Le public écoutait dans un silence respectueux, captant l'émotion dans sa voix. « J'ai grandi en croyant que j'étais seul au monde, que ma seule famille était mon fils. » Elle regarda Lucas, dans les bras de Madame Durand, au premier rang. Mais la vie a des façons surprenantes de nous montrer que nous ne sommes jamais vraiment seuls, qu'il existe des liens invisibles connectant les personnes, les histoires, les rêves. Ses yeux rencontrèrent ceux de François qui l'observait avec un mélange de fierté et d'admiration. Cet espace n'est pas seulement un centre culturel, c'est un lieu de rencontre, de reconnexion, de nouveaux départs. Un lieu où les talents cachés peuvent s'épanouir, où les histoires interrompues peuvent trouver de nouveaux chapitres, comme la mienne a trouvé. À la fin du discours, le public applaudit debout. Pierre s'approcha pour les remerciements finaux, annonçant les plans d'expansion du projet vers d'autres communautés de Paris. Pendant qu'il parlait, François s'approcha de Sophie, prenant discrètement sa main dans la sienne. « Êtes-vous prête à écrire ce nouveau chapitre »
chuchota-t-il. Elle entrelaça ses doigts aux siens, sentant la force et la sécurité de ce contact. « Je le suis, » répondit-elle, avec conviction. Ensemble. 6 mois plus tard, le Centre culturel Belleville était devenu un modèle de réussite, reproduit dans 3 autres communautés de Paris. Sophie partageait son temps entre la coordination des projets sociaux et sa carrière artistique, qui gagnait une reconnaissance nationale et internationale. Son atelier au Centre culturel était un espace de création et d'enseignement, où de jeunes talents trouvaient inspiration et orientation. François, de son côté, avait réorienté une part significative des ressources de Dupont Immobilier vers des projets de logement social et de revitalisation urbaine. L'expérience à Belleville l'avait transformé, éveillant un engagement sincère pour la réduction des inégalités qui marquaient la ville qu'il avait aidé à construire. En cet après-midi d'automne, tandis qu'elle observait Lucas faire ses premiers pas dans le jardin de la maison qu'ils partageaient maintenant dans les environs de Paris, Sophie réfléchissait au revirement du destin. Le petit garçon, maintenant âgé de presque 15 mois, titubait vers François, qui l'attendait les bras ouverts, agenouillé dans l'herbe. « Viens, champion, tu peux le faire !» l'encourageait-il, la fierté inscrite sur son visage. Quand Lucas atteignit enfin ses bras, François le souleva dans les airs, le faisant éclater de rire. C'était une scène qui réchauffait le cœur de Sophie. Son fils et l'homme qu'elle avait choisi pour partager sa vie, unis par un amour qui transcendait les conventions et les attentes. Ils avaient décidé, après beaucoup de réflexion, que le lien de sang qui les unissait comme cousins était moins important que l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Un amour né de l'admiration mutuelle, du respect, de la compréhension profonde de qui ils étaient au-delà des rôles sociaux qu'ils jouaient. Un amour qui, comme leur tante Élise et Claire pourraient l'attester, était plus fort que les préjugés ou les traditions. « À quoi penses-tu » Ça demanda François, s'approchant avec Lucas dans les bras. « À combien la vie est imprévisible » répondit-elle, souriant. « À comment une rencontre fortuite peut tout changer ?» Il acquiesça, comprenant parfaitement la référence à cette nuit dans le hall de l'immeuble Saint-Germain. « Ce n'était pas fortuit » corrigea-t-il gentiment. « C'était le destin accomplissant la promesse que ma mère avait faite à la vôtre il y a tant d'années, que nous nous retrouverions un jour. » Sophie toucha le pendentif en forme de palette qu'elle ne retirait jamais, son lien tangible avec le passé qu'elle n'avait découvert que récemment. Pensez-vous qu'elle serait heureuse de ce que nous avons construit, de ce que nous sommes l'un pour l'autre? François regarda Lucas, qui jouait avec les boutons de sa chemise, puis Sophie, ses yeux reflétant tout l'amour qu'il ressentait. « J'en suis certain, » répondit-il, « parce que finalement ce qu'elle voulait le plus, c'était que nous ne soyons pas seuls, que nous ayons une famille. » « Et nous en avons une, » confirma Sophie, les enlaçant tous les deux. « Notre propre famille. » À l'horizon, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel avec les mêmes couleurs vibrantes que Sophie capturait sur ses toiles. C'était une nouvelle aube dans leur vie, un tableau encore en création, dont les dernières touches n'appartenaient qu'à eux. Et ceci n'est que la première page de notre nouveau chapitre, murmura François, l'embrassant doucement. Lucas, comme s'il comprenait l'importance du moment, rit fort, battant des mains. Le son de sa joie résonna dans le jardin, symbolisant la promesse d'un avenir où l'amour, dans toutes ses formes complexes et inattendues, serait toujours la force la plus puissante. Alors que la nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville, dans son manteau d'étoiles,